C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette édition, la politique d'union menée par Fareso Zimna Nyasingbe, président du Conseil, favorise la réconciliation au Togo. Dans ce cadre, un hommage mérité a été rendu à feu colonel Kléber Dadjo, symbole des réparations mémorielles et de la consolidation de la paix. Retour sur quelques aspects dans cette édition. Également, le colonel Alahari Rembena Komla prend désormais les rênes de l'EFOFAT. Il succède au colonel Agba Napo Djoré. C'était lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Ouverte depuis mercredi dernier, la 5e édition du FESMA se déroule à Lomé. Pendant 5 jours, elle célèbre la gastronomie avec la Chine comme pays d'honneur. Et pour en parler, nous recevons le commissaire général du FESMA dans cette édition. Et puis, de grandes fêtes traditionnelles ont connu leur apothéose hier. Il s'agit de la 8e édition de Douné Nyozan et la 40e édition de Rogbezan. Vous le verrez. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. La réconciliation et la paix se construisent progressivement au Togo grâce à la politique d'apaisement et d'union menée par le président du Conseil, Fareso Zimna Nyasingbe. Cette politique vise à rassembler les Togolais autour d'un objectif commun, celui de consolider la paix. Dans ce contexte, des hommages mérités ont été rendus mercredi dernier à feu colonel Kléber Dadjo, figure marquante de l'histoire nationale. Retour sur quelques aspects avec David Chakbira. Volonté politique constante qui se traduit par des actes forts. Le président Fareso Zimna Nyasingbe tient à faire appliquer toutes les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. L'hommage national à tous les dirigeants et personnalités ayant servi la nation est pour le président du Conseil un des leviers de réconciliation des fils et filles du Togo. Cette approche novatrice a insufflé un nouvel élan au processus national de réconciliation. C'est dans cette dynamique portée par le leadership et la vision claire de l'autorité mandante qu'est Fareso Zimna Nyasingbe que la CVJR a conçu un programme de réparation protéiforme intégrant des mesures adaptées de réhabilitation et de célébration de ceux et celles dont les actions ont marqué positivement l'histoire et le développement de notre pays. Nul besoin non plus de rappeler que la légitimité et la réussite d'un processus de réconciliation reposent avant tout sur l'adhésion des populations et plus particulièrement sur l'implication des personnes directement concernées par les mesures destinées à favoriser l'apaisement des cœurs, la réconciliation et la construction d'un avenir partagé. C'est dans cet esprit que le processus de réhabilitation de la mémoire de feu Kléber Dadjo a été engagé suivant une démarche progressive et respectueuse des droits de ses ayants droit, donc une démarche attentive aux attentes de sa famille. Pour apaiser véritablement les cœurs, le président du Conseil a fait mettre en relation le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON et les familles concernées afin d'obtenir leur assentiment ainsi que l'implication des communautés locales. Ceci dans le seul but de construire ensemble les mémoires du Togo. Monsieur le représentant du président du Conseil, je tiens d'abord à vous exprimer au nom de toute la descendance du fait colonel Kléber Dadjo, notre sincère reconnaissance et notre profonde gratitude. En élevant ces hommages au rang de célébration nationale et républicaine, vous posez un acte politique majeur. Vous démontrez qu'un État solide est un État qui sait se souvenir qu'une nation digne est une nation qui sait honorer ses pionniers. Par ce acte qui s'inscrit dans votre haute vision, vous rappelez que les fondations de notre République ont été forgées par la discipline, le sacrifice et le sens aigu
du devoir militaire et civil. De son vivant, notre père aimait à répéter cette formule, empreinte d'une sérénité que seul le temps long de l'histoire révèle la vraie dimension de l'homme. Il disait, je cite, « Après ma mort, on parlera de moi ». Pendant des années, cette phrase a résonné dans nos cœurs comme une promesse. Aujourd'hui, cette parole se réalise grâce à sa volonté politique et à sa détermination. Par votre présence, vous donnez le grand éclat à cette cérémonie et confirmez que le président Cléber Dadjo avait raison. On parle de lui, on en parle, non pas dans l'oubli des archives, mais sous les projecteurs de la reconnaissance nationale. Cet hommage national envoie un signal puissant à la jeunesse de notre pays et lui rappelle que le service de l'État, la loyauté aux institutions et le don de soi ne sont jamais vains. Les hommes passent, les régimes se succèdent, mais la patrie, elle demeure et sait reconnaître les siens. La réconciliation n'est pas seulement d'honorer le passé, c'est aussi réparer les blessures du présent. La vision présidentielle a produit des résultats concrets et mesurables. La patrie demeure et la nation togolaise a rendu hommage à feu colonel Cléber Dadjo, premier officier des forces armées togolaises, ancien serviteur de l'armée française et président de la République de janvier à avril 1967. Cet hommage présidé par le président du Sénat s'inscrit dans l'application de la recommandation numéro 46 de la CVJR visant à honorer les personnalités disparues et ont marqué l'histoire nationale. Plus de détails avec Nestor Mozo. Moment fort, 1 minute de silence. Coupure du ruban symbolique du mausolée érigé à l'honneur de feu colonel Cléber Dadjo. Mausolée dans lequel il repose désormais. Le président du Sénat, Barry Moussa Barké, représentant le président du Conseil, a déposé une gerbe et s'est incliné à mémoire de l'illustre disparu. Le président du Sénat a ensuite signé le livre d'or de condoléances du mausolée, suivi par d'autres personnalités. Cette cérémonie d'hommage à feu colonel Cléber Dadjo est organisée à Sioux, sa terre natale, le jour même de sa date de naissance. Le colonel Cléber Dadjo a été non seulement militaire, mais il a marqué aussi la vie politique togolaise de son empreinte. Aujourd'hui, la nation lui est reconnaissante pour l'héritage légué aux générations actuelles et futures. Cette cérémonie a pour intérêt d'éclairer d'un jour nouveau un nom, un parcours et une trajectoire. Elle se situe dans le cadre de la poursuite des réparations individuelles et celles dites communautaires et collectives par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN. Elle consacre l'application de la recommandation numéro 46 de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La cérémonie de ce jour vient honorer une haute figure de notre passé et exalter la vie ainsi que le legs de feu le colonel Cléber Dadjo, ancien chef d'État qui fut l'incarnation même du sens du devoir. Le transfert dans ce mausolée des restes mortels de disparus est en ce sens un vibrant hommage à son rôle historique. C'est la manifestation concrète de la reconnaissance de la patrie envers ses éminents services. C'est enfin la mise en valeur légitime de l'œuvre de ce serviteur dévoué du Togo. Après la venue baptisée en son honneur à Lomé, le présent hommage constitue un nouvel acte de portée historique, politique et humaine. Il magnifie le souvenir du grand soldat et l'homme d'État qu'il fut, et distingue la trajectoire exemplaire de ce patriote qui a honoré la République
par son dévouement absolu. Serviteur infatigable, feu colonel Cléber Dadjo inspirait par son sens de sacrifice et son amour pour la patrie. Militaire de devoir, homme d'État, digne fils du Togo, le colonel Cléber Dadjo a marqué l'histoire de notre nation dans les moments les plus décisifs. Il a placé l'intérêt supérieur du Togo au-dessus de tout. Son nom résonne chez nous comme celui d'un bâtisseur qui a cru en un Togo uni, debout et prospère. En ce jour d'hommage à l'endroit du vaillant combattant qui a mené des campagnes de guerre et serviteur de la nation, les populations de Doufelgou, remplies de joie, voudraient témoigner à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, leur reconnaissance pour l'honneur fait à l'un de leurs fils, de leurs parents. L'ancien chef d'État et président de la République reste un modèle de discipline et de loyauté. À travers cette cérémonie d'hommage, il fait son entrée au panthéon de ceux qui ont marqué l'histoire du pays. La CVJR recommande qu'un hommage soit rendu à certaines personnalités disparues qui ont occupé des postes de responsabilité importants et rendu service à la nation togolaise. C'est en application de cette recommandation donc que le HCRUD a engagé plusieurs initiatives visant à honorer les grandes figures de l'histoire nationale. Dénommé mausolée Cléber Dadjo, cette infrastructure dont la construction a été entièrement financée par le budget de notre pays, ce mausolée abrite désormais les restes de l'illustre disparu qui vous a été décrit tout au long de cette journée. Il est digne du soldat et homme d'État qui a conduit les destinées du Togo à l'un des moments les plus périlleux et incertains de son histoire d'être célébré. Mais cet édifice que nous voyons devant nous rappelle l'impérieuse nécessité de nous souvenir de ceux qui nous ont dirigés, de marquer à leur égard notre gratitude pour les sacrifices qu'ils ont consentis et de nous inspirer de leurs œuvres pour la consolidation des bases de notre vie commune. Il est surtout une exhortation à lutter davantage contre l'oubli, quels que soient les motifs qui sous-tendent cette posture, dans la mesure où l'oubli constitue un frein non négligeable au raffermissement de l'unité dans les jeunes nations en construction. Le mausolée Cléber Dadjo n'est pas un simple monument mortuaire. Il est l'expression d'une vision, celle qui veut que les Togolais assument et affrontent avec courage leur passé dans tous ses aspects en vue de soigner les ressentiments, les blessures et les frustrations qui entravent le vivre ensemble. Feu colonel Cléber Dadjo a d'abord servi dans l'armée française avant de rejoindre les forces armées togolaises. Son parcours militaire, marqué par de riches expériences, l'a conduit jusqu'au poste de chef d'état-major des FAT. Nestor Mouzou nous en dit plus. C'est à 19 ans, le 31 mai 1933, que le jeune Cléber Dadjo, après avoir dûment signé un contrat d'engagement volontaire, se fait enrôler en qualité de milicien de deuxième classe dans les forces de police du territoire du Togo. Il y servira pendant 8 ans avant de quitter cette force avec le grade de sergent. Le destin du jeune sous-officier togolais prend une nouvelle tournure en cette année de 1941, quand il déserte les forces de police du Togo pour rallier en Gold Coast, actuel Ghana, les forces françaises libres du général Charles de Gaulle. Eu égard à ce soutien actif des forces françaises libres du général Charles de Gaulle, le sergent Cléber Dadjo a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et a été condamné à mort par la haute cour de Dakar sous les instances du gouvernement du maréchal Pétain. Au Ghana, où Cléber Dadjo a servi sous les ordres de plusieurs officiers français, il a été promu successivement sergent-chef le 1er avril 1942, adjudant le 25 décembre de la même année. C'est dans ce contexte que l'adjudant-chef Cléber Dadjo
a été muté du camp des forces françaises libres d'Achimota au Ghana à Brazzaville, au Congo, où il arrive le 19 septembre 1943. Affecté au bataillon du Moyen Congo, il est nommé adjudant de compagnie. Les qualités exceptionnelles de l'adjudant Kléber Dadjo, tireur d'élite du camp Tchad au Congo, a été récompensé puisque dès le 1er janvier 1945, il fut le seul noir du bataillon du Moyen Congo à être promu au grade d'adjudant-chef. Contrairement au terme de son engagement dans les forces françaises libres en 1941 et en raison de ses compétences et de son rendement, l'adjudant-chef Kléber Dadjo a été maintenu sous le drapeau français par le haut commandement militaire en dépit de la fin de la guerre. L'adjudant-chef Kléber Dadjo fit son entrée dans le très convoité club des officiers de l'armée française en qualité de sous-lieutenant le 1er juillet 1947, puis affecté au bataillon autonome du Dahomey Nord à Kandy. Cette ascension dans le rang des officiers ouvrit un nouveau chapitre dans le parcours professionnel de Kléber Dadjo. De Kandy, il est muté sur le théâtre d'opération indo-chinois le 30 décembre 1948 et affecté à Son Té, grande agglomération du Nord Vietnam, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Hanoï. En mars 1949, il est chargé d'une mission délicate de protection d'un convoi fluvial sur la rivière Noire à Yang Mao. Seul, il organise alors avec succès une résistance acharnée contre les combattants indépendantistes vietnamiens à Yang Mao. Ces actes de bravoure valurent au sous-lieutenant Kléber Dadjo une première citation à l'ordre de la brigade. D'autres nombreux faits d'armes lui valurent une deuxième, puis une troisième et même une quatrième citation à l'ordre de la brigade. Ayant rendu de bons et loyaux services, Kléber Dadjo reçut une des récompenses militaires suprêmes, à savoir la nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur au grade de chevalier le 26 août 1953. Lorsque le lieutenant Kléber Dadjo regagnait en mai 1955 son pays venant de l'Indochine à l'issue du deuxième cycle de combat, il était un officier d'élite accompli qui imposait respect et admiration auprès des cadres tant africains qu'européens. Promu capitaine le 1er avril 1957, il est mis à la disposition du Haut Commissariat de la République à Lomé pour compter du 5 mai 1957. Le colonel Kléber Dadjo est transféré aux forces armées togolaises, rayé des contrôles et des cadres de l'armée française le 1er novembre 1961. En 1960, au moment de l'indépendance, il était capitaine. À ce titre, il était au Togo, voire en Afrique, l'un des symboles du parfait militaire qui inspirait respect et confiance aussi bien auprès des autorités françaises que togolaises. Immédiatement après son départ de l'armée française, il est promu commandant. Il accède donc à la catégorie des officiers supérieurs par le président Sylvanus Olympio, chef de l'État, ministre de la Défense de l'époque. Il continue d'assumer avec responsabilité, efficacité et loyauté ses fonctions de commandant de la garde nationale en assurant le maintien de l'ordre et la sécurité intérieure jusqu'au coup d'État militaire du 13 janvier 1963. Membre du comité militaire insurrectionnel mis en place par les militaires, il occupe le poste stratégique de chef des armées avant d'être nommé chef d'état-major des forces armées togolaises le 31 janvier 1963, puis chef de cabinet militaire à la présidence de la République pour compter du 1er avril 1964 par le nouveau président de la République, Nicolas Grunitzky. Le 13 janvier 1967, Kléber Dadjo arborait déjà le grade prestigieux de colonel. Je voudrais exprimer ma respectueuse considération à M. Faure Sozina Gnassingbé, président du Conseil, chef suprême des armées, qui m'a fait l'honneur de prendre la parole en cette circonstance historique où la nation est réunie pour célébrer un de ses dignes fils, le colonel
Kléber Dadjo, dont la mémoire demeure vivante dans nos esprits. Décision hautement salutaire de rendre hommage à celui qui fut le 3e président du Togo indépendant. Vous venez donc d'écouter le général Alarari Dimini, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Et toujours dans le même contexte, le HCRON poursuit la mise en œuvre des recommandations de la CVJR en rendant hommage aux différentes personnalités sans exception qui ont apporté leur pierre à l'édification du Togo. Et après feu colonel Kléber Dadjo, s'en suivront d'autres hommages avec notamment en tête ceux de feu Nicolas Grunis-Kish, deuxième président de la République togolaise. Ceci toujours dans une logique de réconciliation et d'unité nationale. Un engagement du président du Conseil, Faure Essozimna Nyasingbe. Nous vous proposons un extrait. Il nous souvient qu'à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle de la Commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo, c'était le 18 octobre 2005, Son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, alors président de la République, avait clairement indiqué l'un des axes essentiels de la gouvernance qu'il propose au peuple togolais en ces termes. Je le cite, « Notre histoire est ancienne et jeune à la fois. Nous ne voulons pas remonter au plus profond de la mémoire pour chercher les grands ancêtres des cavernes. Nous voulons au moins nous efforcer à rassembler le maximum de faits et de documents qui puissent nous aider à rétablir la vérité, à réhabiliter ceux qui sont oubliés ou ignorés, à honorer ceux qui sont connus et qui ont, de par leur contribution, aidé ce pays à s'émanciper, à forger son destin et à bâtir sa prospérité. » Fin de citation. Dans la même dynamique, le HCRON s'est engagé à honorer son deuxième président de la République, qui était feu Nicolas Grunis-Kish. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, les discussions sont en train de continuer afin que nous ayons la participation de la famille Grunis-Kish. Cela tient tellement à cœur au président Faure Essozimna Nyasingbe. Et après le cérémonial de réparation mémorielle, une danse Kamou s'est déroulée à Sio dans la préfecture de Doufelgo, suivi d'un gala de football en l'honneur de l'illustre disparu, feu colonel Kléber Dadjo. L'actualité dans cette édition, c'est aussi l'adoption du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention apportée par les députés à l'Assemblée nationale. Une réforme qui supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers. C'était lors de la 3e séance plénière de la 2e session extraordinaire de 2026 sous la présidence du professeur Komi Selom Klasso. Le compte-rendu de Gabriel Haïna. Existe en amont dans l'état civil. La postille accélère leur circulation et ne les corrige pas. Quelles sont les dispositions prises pour assurer la fiabilisation des registres d'état civil, des tribunaux et des notaires? Effectivement, la postille, ce n'est pas pour garantir le contenu des actes, mais c'est seulement pour authentifier d'abord l'auteur de l'acte public, de s'assurer que ce document provient du pays d'où il provient. Les députés réunis en séance plénière ont examiné puis adopté à l'unanimité le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers appelée la Convention apostille. C'est une mesure qui remplace la procédure classique de légalisation en chaîne longue et coûteuse. Il s'agit d'une réforme qui comporte bien d'avantages et d'innovations. Dans un monde marqué par une mobilité croissante des personnes, des capitaux, des entreprises et des investissements, la circulation des documents administratifs, judiciaires et commerciaux est devenue une réalité quotidienne. Or, les procédures traditionnelles de légalisation peuvent être longues, complexes et coûteuses. L'adhésion du Togo à la Convention apostille permettra de substituer à cette chaîne de formalités
une procédure simplifiée reposant sur la délivrance d'un certificat unique et standardisé appelé l'apostille. Cette réforme facilitera considérablement la circulation internationale des actes publics togolais et des actes publics étrangers destinés à être produits au Togo. Par ce vote, le Togo réaffirme son engagement à faciliter la vie à des concitoyens dans plusieurs domaines d'activité. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'application effective de l'apostille au profit de tous les Togolais, notamment ceux de la diaspora. Derrière un acte civil, il y a parfois une famille qui souhaite faire reconnaître ses droits. Derrière un diplôme, il y a un jeune qui poursuit ses études. Derrière un document commercial, une entreprise qui veut investir, produire et créer des emplois et de la richesse. Ce texte est profondément humain. Je voudrais alors saluer la vision du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui porte cette réforme de modernisation et d'ouverture. L'adoption de ce texte donne la voix au Sénat qui va procéder par le même exercice à son adoption. Il reviendra ensuite devant l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Toujours en compagnie de Gabriel Aina, nous vous proposons de suivre l'adoption définitive de 4 projets de loi sur la sûreté nucléaire et la sûreté radiologique. C'était lors de la clôture de cette 3e et dernière séance plénière de la 2e session extraordinaire de l'année. Des questions-réponses qui ont abouti à l'adoption définitive de 4 projets de loi précédemment adoptés en première lecture et envoyés au Sénat. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant l'adhésion du Togo aux conventions sur la sûreté nucléaire, la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la notification rapide d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Le ministre en charge des ressources minières relève l'utilité et la portée de ces lois pour le Togo. Nous venons de consolider les fondations sur lesquelles notre pays entend construire avec méthode et responsabilité son avenir dans le domaine des applications pacifiques du nucléaire et notamment l'électronucléaire. L'ambition que porte le Togo et déclinée par le président du Conseil est une ambition de long terme. Elle est une ambition de développement, de souveraineté et de progrès technologique. Mais elle ne saurait être dissociée d'une exigence absolue, celle de la sûreté, celle de protéger nos concitoyens. Après les 4 textes adoptés par le Parlement, la prochaine étape sera leur promulgation. Le président de l'Assemblée nationale, en clôturant les travaux, a salué l'engagement et la disponibilité des élus du peuple avant de les exhorter à rester mobilisés pour la continuité de l'action parlementaire. Autre sujet d'actualité, l'école de formation des officiers des forces armées togolaises a un nouveau commandant. Il s'agit du colonel Alaharé Rambena Komlan. Le colonel Agbanapo Djoré a cédé sa place au nouveau commandant de l'EFOFAT. C'était lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le reportage de Nestor Mouzou. Une cérémonie empreinte de solennité et de tradition militaire à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia. Elle consacre la transmission de l'autorité et de responsabilité entre 2 chefs dans la continuité du service et au nom des valeurs qui fondent les forces armées togolaises. Discipline, engagement, loyauté et sens du devoir. Le 11 août 2026, le colonel Alaharé Rambena Komlan a été nommé commandant de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT. République togolaise, travail, liberté, patrie. Ministère de la Défense nationale. Arrêté numéro 26-0306, barre MDN, barre SGA, barre DRH 26, portant nomination d'un commandant école. Vu la Constitution du 6 mai 2024, vu la loi numéro 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo.
vu la loi numéro 2007-010 du 1er mars 2017 portant statut général des personnes militaires des forces armées togolaises. Vu le décret numéro 91-208 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la loi numéro 01-11 du 23 mai 1991 susvisé. Vu le décret numéro 2016-107-PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des anciens combattants. Vu le décret numéro 2025-22-PC du 8 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble des tests qui l'ont complété. Sur proposition du chef d'état-major général des forces armées togolaises. Arrête. Article 1er. Le colonel Alaharé Rembena Komlan est nommé commandant le corps de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Nommé le 11 août 2026, signé Faure Eswazini Nyasimbe pour ampliation le secrétaire général pour l'administration, Monson Palavia. Le nouveau commandant de l'EFOFAT remplace à ce poste le colonel Agbanapo Djor. Le nouveau commandant a reçu le drapeau de l'école des mains du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Alaharé Dimini. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président du Conseil, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le colonel Alaharé Rembena Komlan, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous ordonnera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le banc. La remise du drapeau de l'école au nouveau commandant est le symbole de sa prise effective du commandement devant la troupe. Le colonel Alaharé Rembena Komlan a obtenu la maîtrise en anglais en 1994 à l'université de Lomé. La même année, commence sa carrière militaire à l'école interarmes du Cameroun, couronné par le grade de sous-lieutenant. Le parcours professionnel de Alaharé Rembena Komlan est ensuite marqué par une succession de formations. Diplôme d'état-major en 2009, brevet de l'école de guerre du National Defense College du Kenya en 2017. Officier de terrain, il a également enrichi son expérience par sa participation à plusieurs opérations militaires en Afrique. Chevalier et officier de l'ordre du Mono, il a occupé, avant sa nomination, les fonctions de chef de la division formation à l'état-major général des forces armées togolaises. Vous l'aurez compris, nous sommes à la page internationale et le Kenya subit depuis quelque temps une véritable hécatombe d'éléphants. Mais à quoi concrètement cela est-il dû? Maladie ou empoisonnement? Le mystère reste présent. Il s'appelle Gengis Khan. Il a 11 ans et malgré ses efforts, ne parvient plus à se relever. Les vétérinaires lui injectent du glucose, sans grand espoir.
Depuis 2 mois, au moins 19 éléphants sont morts dans cette région touristique du sud du Kenya, selon les autorités locales. Des femelles pour la plupart et de jeunes mâles, comme lui. Sur place, personne ne se fait d'illusions. Il sera la 20e victime. Tous présentent les mêmes signes. Ils marchent de plus en plus difficilement, respirent mal, puis ne tiennent plus debout. L'agonie peut alors durer des jours. Nous avons encore du mal à comprendre ce qui se passe. Nous avons vu des hyènes manger les carcasses et elles ne meurent pas. Des vautours s'en nourrir et ils ne meurent pas. D'habitude, quand un éléphant est empoisonné, les mouches, les prédateurs le sont aussi et meurent. Là, rien. Ils festoient, ils sont contents et ils repartent. Fin juillet, les services kényans de la vie sauvage ont cru tenir une explication. Leur analyse avait révélé une forte concentration de cyanure dans l'organisme de certains cadavres. Le poison viendrait, selon eux, des pesticides pulvérisés sur les fruits des fermes voisines. Cependant, plusieurs spécialistes balaient cette piste et réfutent toute utilisation de ce composé chimique. Dans une autre réserve, personne ne croit à cette explication. Quand ces éléphants ont commencé à mourir, nous avons été très affectés. Ce sont nos atouts, nous sommes tristes. Nous ne savons pas ce qui les tue. Nous mangeons la même nourriture et nous n'avons jamais eu de décès. Le gouvernement doit enquêter, ce n'est pas un problème lié à l'agriculture. Le sujet est sensible. Dans la région d'Amboseli, près de 2000 pachydermes cohabitent avec la population. S'ils font la renommée de cette savane surplombée par le Kilimandjaro et rapportent gros au secteur du tourisme, ils sont aussi source de conflits fréquents avec les habitants, détruisant parfois les cultures, entraînant des pertes ou encore des accidents mortels. Elle vient de nous rejoindre sur ce plateau pour sa rubrique Vue sur le net. Elle n'est plus à présenter. Nada Ibrahim, bonjour. Bonjour Victoire, bonjour à tous les téléspectateurs à qui je dis merci pour l'intérêt accordé à la rubrique Vue sur le net. Alors Nada, qu'avez-vous prévu aujourd'hui pour nos très chers téléspectateurs? Victoire, on démarre par ceci. Un inventeur congolais s'est donné pour mission depuis ses 8 ans d'aider à l'amélioration de la fourniture de l'électricité dans son pays, le Congo. Et pour y arriver, il a inventé une électricité fabriquée à partir de manioc et de citron et ça a l'air de marcher. Mais de façon concrète, comment est-ce que l'association de ces deux produits-là peut permettre à la fabrication de l'électricité? La vidéo qui suit nous le révèle. Il a créé un produit naturel qu'il appelle le Vithium. Il le plante dans la terre et grâce à la photosynthèse des plantes, ça produit un courant électrique continu, comme une pile. Ensuite, avec juste un oscillateur et un petit transformateur, ce courant devient de l'électricité utilisable pour faire fonctionner toute une maison. Et le plus dingue, c'est qu'il suffit d'1 ou 2 arbres dans ton jardin pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Pas besoin de carburant, pas de pollution, aucun risque d'électrocution. Et surtout, c'est accessible à tous. Très innovant, je trouve. Tu l'as dit, Victoire. Et deuxième information très surprenante d'ailleurs, un milliardaire dépense beaucoup d'argent pour se transformer en chien. Mais comment cela est possible? Voilà, Victoire, l'argent fait fou les gens, dixit un proverbe français. 2,7 millions de dollars américains pour devenir un chien. Ce milliardaire japonais de 26 ans a dépensé cette énorme fortune pour devenir réellement un chien. Ce n'est pas un costume, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du cinéma, mais plutôt ça a l'air d'être une transformation totale. Regardez par vous-même. Prothèse, modification, entraînement extrême. Il marche à 4 pattes, il mange dans une gamelle, il vit comme un animal. Les images montrent un corps entièrement transformé, tatoué, équipé, presque méconnaissable. La somme est colossale, 2,7 millions de dollars. Tout ça pour abandonner sa vie d'humain et devenir chien. Pas pour jouer, pour le vivre. Les vidéos qui circulent sont saisissantes. On le voit dehors, en laisse, avec un collier à pointe. Le regard, la posture, tout y est. Beaucoup n'en croient pas leurs yeux. D'autres parlent d'une obsession extrême. Le contraste est total. Un jeune milliardaire qui a choisi de quitter le monde des humains pour entrer dans celui des chiens. La nouvelle fait le tour des réseaux. Les réactions vont du choc à l'incompréhension totale. Vous dépenseriez 2,7 millions pour vraiment devenir un animal ?
C'est choquant et je pense qu'avec de l'argent, on peut vraiment se faire plaisir, mais pas de cette façon. Exactement, Victoire. Attention et prudence. Et surtout, ce n'est pas tous nos délires qu'il faut mettre en pratique. Exactement. Et troisième information et dernière information pour finir, un bébé à peine né s'empare du stéthoscope du médecin. La scène se déroule quelques instants juste après l'accouchement de ce bébé. Et déjà, merci à la technique de nous faire voir les images à l'écran. Alors que son cordon ombilical est encore attaché, le nouveau-né grippe fermement le stéthoscope du médecin et refuse visiblement de le lâcher. Le médecin essaie délicatement quand même de récupérer son appareil et cela donne l'impression d'un petit bras de fer entre les deux personnages. Mais derrière cette séquence assez drôle se cache une réalité, un réflexe parfaitement naturel, le réflexe de préhension palmaire. En effet, lorsqu'un objet touche la poupe d'un nouveau-né, ses doigts se referment automatiquement autour de celui-ci. Et donc, notre bébé, à peine arrivé à ce monde, est déjà capable de faire rire toute une maternité et certainement vous également, chers téléspectateurs, derrière vos petits écrans. Un bébé Superman, on dirait. Oui, oui, oui. Alors Nada, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, c'était l'essentiel de l'actualité trouvée sur Internet. Hein. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir. Sur le plan économique, le marché togolais des produits halieutiques reste largement dépendant des importations avec plus de 105 000 tonnes de poissons nécessaires par an contre seulement 22 656 tonnes produites en 2022. Et cet écart révèle un fort potentiel d'emploi et de développement, d'où la nécessité pour le Togo de renforcer sa production locale en matière de pêche et d'aquaculture. Plus de précisions avec Ulrich Amiga. De 86 905 tonnes en 2012, la demande nationale en produits carnés est passée à 105 235 tonnes en 2022, alors que la période connaît une production locale progressive mais modeste. Elle repose principalement sur la pêche maritime et continentale, tandis que l'aquaculture gagne progressivement du terrain. La pisciculture, quant à elle, affiche la progression la plus nette. Sa production est passée de seulement 23 tonnes en 2013 à 1151 tonnes en 2022. En 2023, elle a atteint 1568 tonnes, soit une hausse de plus de 36% en 12 mois. Le secteur représente aussi un enjeu crucial pour l'emploi. La filière pêche et aquaculture génère plus de 20 000 emplois directs et près de 150 000 emplois indirects. Elle contribue par ailleurs à environ 4,5% du produit intérieur brut national. Le potentiel reste donc considérable. Pour réduire l'écart entre l'offre et la demande, le Togo a adopté un plan d'investissement de 20,4 milliards de francs CFA pour la période 2024-2028. L'objectif affiché est d'accroître de 25% la production nationale tout en renforçant la transformation, la commercialisation et la gestion durable des ressources. Avec une demande qui dépasse largement la production locale, la filière dispose ainsi d'un double enjeu, produire davantage pour le marché national et créer davantage d'activités et d'emplois autour de la pêche et de l'aquaculture. Sciences et découvertes pour poursuivre cette édition. Après 5 jours de travaux, la 26e édition des journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM, s'est achevée à l'université de Lomé. Venus de 8 pays, plus de 628 participants ont formulé des recommandations pour renforcer la recherche et promouvoir le rôle de la chimie dans le développement de l'Afrique. Nicolas Tilla pour plus de précisions. Des motions de remerciements aux autorités togolaises pour leur accompagnement et les efforts consentis en faveur de la réussite de cette 26e édition des journées scientifiques annuelles. Durant 5 jours, la rencontre a réuni en mode hybride 628 participants venus de 8 pays de la sous-région. Échanges, débats et découvertes ont rythmé les travaux, favorisant le partage d'expériences entre enseignants-chercheurs, industriels et étudiants. Les objectifs sont atteints, les sujets qui ont été débattus sont en phase avec les priorités du pays et nous avons mis en place un nouveau bureau qui doit pouvoir prendre en charge la destinée de cette association.
Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la mise en place de cadres nationaux favorables au développement de la recherche scientifique, l'harmonisation des méthodes de surveillance environnementale, ainsi que la promotion de la recherche scientifique. Cette initiative répond à un besoin crucial de notre système de recherche, former la relève pour une efficacité accrue des universités au service du développement en Afrique. Cette rencontre a permis d'affirmer le rôle transversal de la chimie comme un levier scientifique indispensable pour la transformation structurelle de l'économie africaine. Direction Kara, où les comités régionaux et le comité de coordination du plan d'adaptation au changement climatique ont tenu une session de travail. Les échanges ont porté sur la gouvernance climatique, le suivi, l'évaluation et la formulation de projets. On fait le point avec Nestor Mouzou. Cette rencontre marque le point de départ de la diffusion du plan régional d'adaptation au changement climatique, PRA, au niveau de Kara et du plan national d'adaptation, PNA révisé. Il s'agit aussi de renforcer la capacité des comités régionaux et du comité de coordination du plan régional d'adaptation au changement climatique sur l'élaboration des idées de projets d'adaptation pour catalyser la mobilisation de financement climatique nécessaire à la mise en œuvre du plan régional. La région de la Kara ne vit pas de la même manière les effets du changement climatique comme la région des plateaux. Donc pour cette raison, le PNA sera aussi décliné en PRA, qui est le plan régional d'adaptation, un document politique climatique qui recense toutes les actions d'adaptation au changement climatique pour un territoire comme une région. Les PRA ne sont qu'une territorialisation du PNA. La mise en place du plan régional d'adaptation de la région Kara va changer beaucoup de choses. Sur le plan forestier, il faut qu'on accentue les reboisements, la lutte contre les feux de brousse incontrôlés. Quand on va sur le plan agricole, il faut vraiment qu'on arrive à harmoniser l'utilisation des pesticides. Quand on va sur le plan eau et assainissement, nos sources d'eau doivent être protégées. Selon le gouverneur de la région de la Kara, un plan aussi parfait soit-il sur le papier ne vaut que par la qualité de sa mise en œuvre opérationnelle. Pour lui, l'heure est désormais à l'action concrète sur le terrain. Le gouverneur Adjitao Komla a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO et le Fonds vert pour le climat, qui ont accompagné le Togo dans l'élaboration du plan national et des plans régionaux d'adaptation au changement climatique et qui continuent de l'appuyer dans la mise en œuvre de ces plans. Depuis quelques jours, la 5e édition du Festival international La Marmite FESMA bat son plein sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Pendant 5 jours, professionnels de cuisine, restaurateurs et acteurs agroalimentaires se retrouvent autour de ce rendez-vous culinaire et commercial avec la Chine comme pays d'honneur. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Nathalie Paneguet. Ce cérémonial autour de la marmite noire ouvre officiellement la 5e édition du festival La Marmite FESMA sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, dans une ambiance marquée par des prestations. Vient ensuite la dégustation des mets togolais et chinois. Les festivaliers et les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la culture chinoise, les saveurs chinoises. Nous poursuivons avec le grand concours culinaire, qui est un concours inédit, qui va compétir 7 pays, représentés chacun par 3 chefs, autour du trophée que nous avons dénommé Grand Prix FESMA des saveurs. Un autre concours, le concours que nous appelons le concours Pitch Innovagro, qui est destiné à primer les meilleurs projets en innovation agroalimentaire. La Chine comme pays d'honneur à ce rendez-vous gastronomique. La cuisine chinoise constitue souvent la première vitrine qui permet aux amis étrangers de découvrir la Chine.
Je suis heureuse de constater qu'avec le renforcement des échanges et de la coopération entre nos deux pays, de plus en plus de restaurants chinois installés au Togo et bénéficient de l'appréciation de la population. Dans les stands, une centaine d'exposants avec des mets à saveurs différentes. Une fusion d'héritage culinaire voulue par le FESMA à travers l'alimentation et la culture. Cette 5e édition porte une ambition qui nous parle à tous. Promouvoir l'intégration et le vivre ensemble à travers l'alimentation et la cuisine. Car au fond, qu'est-ce qu'une cuisine? Sinon la mémoire d'un peuple devenu saveur. Qu'est-ce qu'un plat? Sinon une histoire que l'on peut partager. Et qu'est-ce qu'une table? Comme cela a été dénoté différemment, un lieu où nos différences deviennent une richesse commune. La cuisine est alors bien plus ce que nous mangeons, elle est ce que nous sommes. Promouvoir la cuisine togolaise et africaine à travers les produits locaux. Telle est la vocation du festival La Marmite. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'avez donc vu, le Festival international La Marmite bat son plein depuis quelques jours déjà. Et cette 5e édition est placée sous le signe de l'intégration et du vivre ensemble à travers la cuisine. Mais pourquoi ce choix? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Paul Agbo, commissaire général du FESMA. Monsieur Agbo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, dites-nous pourquoi avoir choisi de placer cette 5e édition sous le signe de l'intégration et du vivre ensemble à travers la cuisine. Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de me féliciter et de remercier la TVT pour la couverture remarquable qui est faite depuis le lancement de ce festival il y a 5 ans. Ce festival qui est destiné à promouvoir la cuisine togolaise et africaine, à valoriser nos produits locaux, mais également à attirer des touristes au Togo, à faire du Togo un pays touristique en promouvant justement une des valeurs sûres de notre pays, la cuisine. Alors pour revenir à votre question, disons que la cuisine est un élément simple mais puissant qui unit les peuples, qui unit les communautés au-delà de leurs différences. C'est un lien fort, comme je le disais tantôt, c'est un pont qui détruit les barrières qui sont créées entre les peuples. Donc c'est pour promouvoir tout ça que nous avons retenu ce thème et pour le matérialiser, nous avons invité 7 pays de la sous-région à venir célébrer avec nous cette intégration. Alors, Monsieur Agbo, pouvez-vous nous faire part des grandes nouveautés de cette édition? Alors, je parlais tantôt de pays invités. Nous avons initié cette année un concours sous-régional, culinaire, qui a mis aux prises 21 chefs venus de 7 pays, chaque pays étant représenté par 3 chefs, 21 chefs dont des Togolais. Et l'idée, c'est que chacun puisse venir sur le concours, valoriser les produits de son pays et faire découvrir, redécouvrir aux téléspectateurs, aux spectateurs qui se sont déplacés sur l'esplanade le savoir-faire de notre pays. À l'issue de cette compétition, c'est le Burkina Faso qui a été sacré meilleur pays en cuisine pour cette édition. Nous avons également initié notre concours qui s'appelle concours Innovagro. Nous avons lancé un appel à projet pour justement primer les meilleurs projets en innovation agroalimentaire. Et 10 jeunes ont été sélectionnés à l'issue de cet appel à projet. Ils se sont retrouvés sur l'esplanade du Palais des Congrès où ils ont présenté en 3 minutes devant un jury d'experts leur projet et là également le jury a retenu le meilleur projet qui sera accompagné jusqu'à sa réalisation. Vous savez que le FESMA, c'est aussi, ce n'est pas que l'aspect festif. Nous donnons à ce festival une dimension
scientifique réflexive. Donc nous avons aussi inauguré un colloque sur la transition alimentaire et les nouveaux modes d'alimentation. Et justement, parlons de transition alimentaire. Pourquoi le choix du fonio comme mets de la 5e édition? Alors, le fonio, disons que c'est un trésor oublié, ou en tout cas sous-estimé. Il n'est pas suffisamment valorisé, alors qu'il a des valeurs nutritives incontestables. Il est sans gluten, il est digestif et il est cultivé. Sa culture ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et donc, c'est un atout pour notre sécurité alimentaire. Et parce qu'il est oublié, parce qu'il n'est pas suffisamment valorisé, nous avons voulu le faire à travers cette édition en disant que le fonio peut participer à promouvoir la cuisine de notre pays et à valoriser le travail de nos agriculteurs. Et depuis le début de l'ouverture, nous avons vu les merveilles de la Chine. Mais pourquoi la Chine comme pays invité d'honneur? Je commencerai à dire d'abord que la Chine a un lien historique avec l'Afrique, notamment notre pays. Mais surtout, la gastronomie chinoise est une gastronomie millénaire, comme les traditions culinaires de notre pays, où le partage familial est au centre de tout. C'est ce qui est le cas aussi dans notre pays. Je voudrais retenir aussi le fait que les Chinois ont réussi à industrialiser leur cuisine tout en gardant leur authenticité. Donc c'est peut-être ce mode-là, vers ce mode-là que nous devons aller dans nos pays africains. Alors le FESMA veut dépasser le simple cadre du festival pour devenir un acteur de l'industrie culinaire togolaise. Alors comment comptez-vous y arriver? Alors, d'abord, en changeant le regard sur ce secteur d'activité et en faisant passer l'idée que la restauration, la cuisine, ce n'est pas qu'un passe-temps. C'est un secteur important pour notre économie qu'on doit davantage professionnaliser. Mais c'est un secteur qui peut générer beaucoup d'emplois. Pour nous, cela passe d'abord par la formation, je disais tantôt la professionnalisation, par la formation. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons initié pendant 3 jours une formation sur le thème monter ou développer son business en restauration ou en service traiteur avec plusieurs modules qui étaient proposés aux participants. Alors, en plus de la formation, je pense qu'il faut qu'on aille davantage vers une labellisation, un respect des normes pour permettre à nos épices, à nos sauces, à nos céréales d'être exportées partout dans le monde. Alors, dans quelques heures, les portes du FESMA 5e édition vont se refermer. Mais que voulez-vous concrètement que les téléspectateurs, les participants retiennent? Alors que pendant toute cette semaine, et comme nous le faisons depuis le début de la création de ce festival, que nous avons valorisé nos produits locaux, mis en exergue tous les acteurs de la chaîne de valeur qui quittent la ferme et qui arrivent dans l'assiette. Les spectateurs, les festivaliers ont vu pendant ces 5 jours beaucoup de produits, ont découvert ou redécouvert beaucoup de produits et nous espérons que les exposants eux-mêmes vont demain exploiter et en faire des potentiels clients tous les festivaliers qui ont défilé sur leur stand. Alors, M. Agbo, votre mot de la fin? J'inviterai tous ceux qui ne sont pas encore passés sur l'esplanade à le faire. Remercier encore une fois la TVT, les autorités, tous les partenaires et sponsors qui permettent à ce festival d'exister et de promouvoir la destination Togo depuis plusieurs années. Et je conclurai en disant que le festival ferme ses portes cet après-midi, enfin ce soir, mais l'aventure FESMA continue dans nos assiettes, dans nos maisons et dans notre industrie. Alors, M. Agbo, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci.
Les communautés de Bé, Chaflao et Agouenivé ont célébré hier dans la ferveur l'apothéose de Douné Nyonzan 2026. Marquée par des chants et danses, les trois communautés ont mis à l'honneur leur patrimoine commun et renforcé leurs liens. Nicolas Tilla pour plus de précisions. Ici, sur le terrain d'Avedi Anigbe franciscain, la tradition a imposé ses rites. Des chants et des danses s'harmonisent à la hauteur de l'événement. Douné Nyonzan. Aux premières loges de cette rencontre identitaire, le professeur Komissé Lomklassou, président de l'Assemblée nationale, qui représentait le président du Conseil Fort et Sozmna Singbe. Moment d'intense communion entre les communautés de Bé, Aflao et Agouenivé, réunis autour d'une histoire et d'un patrimoine commun. Notre fête Douné Nyonzan se révèle aujourd'hui comme une synergie des compétences, une mutualisation des actions, un cadre de renforcement de nos liens et de fraternité et de solidarité autour des défis de développement et une opportunité de se revivre avec fierté notre histoire avec ses richesses, cultures et traditions. Dans une ferveur populaire, les trois communautés ont offert un spectacle haut en couleurs dans une ambiance à la fois festive et empreinte de spiritualité. L'organisation des festivités de la 8e édition de notre fête traditionnelle Douné Nyonzan a commencé depuis le 6 août. Nous sommes satisfaits, toutes les activités ont été vraiment réalisées. Pour la circonstance, les meilleurs de la compétition de dictée en éveil ont été distingués. Sous le regard du président de l'Assemblée nationale, les groupes folkloriques se succèdent. L'honneur m'a été fait par le président du Conseil de m'adresser à vous pour ce grand rendez-vous de communion et de fraternité. Le président du Conseil vous adresse ses chaleureuses félicitations. Depuis 8 ans, en effet, cette fête traditionnelle s'est progressivement affirmée comme un rendez-vous majeur de la vie culturelle du Grand Lomé. Cette fête offre aux communautés d'Aflaou, Agouenivé et de Bé l'occasion de conjuguer la célébration de leur patrimoine avec une réflexion commune sur les défis de leur temps et l'avenir de leur cité. Douné Nyonzan, c'est surtout une histoire de retrouvailles. Du Togo à la diaspora, les fils et filles de Bé, Aflao et Agouenivé se retrouvent, renouent avec leurs racines et célèbrent ensemble ce qui les unit. L'édition 2027 aura lieu à Agouenivé. Au-delà des chants et danses, Douné Nyonzan porte un message profond. Les communautés de Bé, Aflao, Agouenivé célèbrent leur patrimoine et leurs traditions tout en transmettant savoir-faire et rites ancestraux aux jeunes générations. Plus de détails avec Nicole Attila. Des savoir-faire issus des traditions communes aux communautés de Bé, Aflao et Agouenivé, mis en valeur à l'occasion de cette 8e édition de Douné Nyonzan, véritable vitrine au patrimoine culturel et aux richesses de ces trois communautés. Chefs traditionnels et dignitaires, parés de leurs attributs et tenus d'apparat, incarnent ici la mémoire, l'identité et la continuité des peuples. À leur côté, les jeunes filles habillées en tenue traditionnelle, installées dans une parfaite harmonie. Une disposition qui traduit le rôle central de la chefferie traditionnelle dans la sauvegarde des valeurs ancestrales. Douné Nyonzan, un espace de transmission entre générations où la culture dans toute sa splendeur se vit, se partage et se perpétue.
Tabligbo, les 12 cantons de la préfecture minière de Yoto ont aussi célébré dans la ferveur la 40e édition de la fête Rogbezan. Entre tam-tam, danse et chant du terroir, cette fête de l'exode et des retrouvailles a mis en avant la bravoure des ancêtres, tout en remerciant pour les récoltes agricoles placées sous le signe de la cohésion et du développement. Elle a vu la participation des autorités, dont le ministre en charge de l'environnement, comme la Dodiko Koroko, représentant le président du conseil. Plus de détails avec Ulrich Amiga. Lorsque les tambours commencent à résonner, la foule se rassemble. Les voix s'élèvent, les danseurs avancent avec assurance, au rythme et son du terroir. Les groupes folkloriques présentent leur savoir-faire. À Tabligbo, la 40e édition de la fête traditionnelle Rogbezan met le passé en mouvement. Chaque pas de danse évoque la marche des ancêtres, chaque rythme rappelle la cohésion du groupe et chaque chant célèbre la continuité du peuple. Le ministre en charge de l'environnement, professeur Komlan Dodiko Koroko, est témoin de la célébration de cette histoire ancestrale au nom du président du conseil, Forest Osmania Singbe. L'histoire d'il y a 300 ans environ, où les devanciers de cette terre ont traversé vents et marées pour s'établir, bâtir des communautés et transmettre à leurs descendants un riche patrimoine. Le départ de nos aïeux dans Agbogbo, chez Togui Agokoli, vraiment c'était très difficile. La route était très difficile. Arrivé à des lieux, il y a des forêts sacrées, il y a des animaux sauvages dedans. Il y a les panthères, les lions, toutes sortes d'animaux sauvages. Donc avec leur cérémonie, quand ils font ça, vraiment les animaux sauvages là leur donnent la place. Arrivé dans le fleuve Yoto, vraiment c'était plein. Ils ne peuvent pas traverser. Mais avec les grandes cérémonies, avec les vieux, ils ont prié et le fleuve a donné la route. Le fleuve s'est fendu, ils ont traversé, après le fleuve s'est collé. Rogbezan 2026, édition 40, c'est 40 années de mémoire, 40 années de fidélité aux racines. Loin d'une fête, son identité repose sur des valeurs, celle d'un peuple qui transforme sa tradition et les retrouvailles en un levier de développement. Nous avons célébré la 40e édition aujourd'hui. Maintenant, les 40 prochaines années, nous devons nous mettre ensemble pour changer la donne. Changer la donne, ça veut dire quoi? Travailler pour vraiment changer l'image de la préfecture, en termes d'organisation, en termes de solidarité, en termes d'union et surtout en termes de réalisation d'ouvrages pour marquer, comme je l'ai dit, la préfecture. Voilà les 40 années suivantes. Voici ce que nous avons pu réaliser. Traduction d'une conviction essentielle. Aucun développement durable ne peut se construire sans unité, sans solidarité et sans fraternité. Cette célébration rappelle ainsi la nécessité de semer des graines qui fondent une république. Yoto est forte spirituellement. Yoto a dansé. Yoto a chanté en convoquant la diversité et la qualité des différentes prestations. Et ces prestations diverses nous rappellent que la culture s'acquiert, se transforme et s'adapte par le travail, le talent et l'abnégation. Le gouvernement, sous l'autorité du président du Conseil, vous engage à vous réunir autour des dites valeurs. Et le gouvernement s'engage en retour à en faire davantage pour sa jeunesse et pour la préfecture de Yoto et pour toute la République.
Cette fête demeure ainsi la célébration d'un peuple qui, après avoir quitté une terre ancienne, a su faire de Yoto un foyer, une identité et une promesse d'avenir. Un avenir que la jeune génération d'ici porte chaque jour la lourde responsabilité de construire. Et c'est ainsi que se referme ce journal du dimanche. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et bon dimanche à toutes et à tous.